Bienvenue sur le podcast À ventre ouvert, où je vous parle de protection de l'enfance, de maltraitance, d'inceste, de violences sexuelles, de traumatisme, de dissociation et plus généralement de troubles psychiques. Ce n'est pas très joyeux, mais c'est important. Aujourd'hui, j'accueille Noémie, psychologue spécialisée dans le traumatisme complexe et les troubles dissociatifs. Nous allons parler du trouble dissociatif de l'identité, TDI, autrefois appelé trouble de la personnalité multiple. Bonjour Noémie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Louison, merci de m'inviter. Pour commencer, ce trouble existe-t-il ? Oui, bien sûr que ce trouble existe. Déjà, il est dans 2 classifications internationales, donc le DSM-5 et la CIM-11 à l'heure actuelle. C'est important de reconnaître l'existence de ces troubles dans ces classifications qui témoignent aussi d'une réalité clinique et nombreux sont les professionnels qui sont spécialisés en psychotrauma et dans les troubles dissociatifs qui les voient au quotidien dans leur cabinet. Donc oui. D'accord, merci. Et est-ce que tu pourrais nous décrire les caractéristiques du TDI ? Alors, dans le DSM-5, le trouble dissociatif de l'identité est décrit par les critères suivants. Donc, le premier critère, c'est une perturbation de l'identité, caractérisée par 2 ou plusieurs états de personnalité distincts. Ça, c'est la formulation du DSM. La CIM-11 parle d'identité dissociative, ça me semble intéressant à mentionner. Cette perturbation de l'identité implique une discontinuité marquée dans le sens de soi et l'agentivité, donc le contrôle de soi aussi, et est accompagnée d'altérations de l'affect, du comportement, de la conscience, de la mémoire, de la perception, de la cognition aussi, et ou du fonctionnement sensorimoteur. Et on pourra peut-être y revenir un peu plus tard pour donner des exemples. Il est noté donc que ces signes, ces symptômes peuvent être observés par les autres ou bien rapportés par le sujet lui-même. Un autre critère, c'est le fait d'avoir de fréquents trous de mémoire, ça c'est comme ça que le formule le DSM. Fréquents trous de mémoire dans le rappel d'événements quotidiens, d'informations personnelles importantes et ou d'événements traumatiques qui ne peuvent pas être des oublis ordinaires. Et là, il est intéressant de relever que la CIM-11 parle du fait qu'il y a généralement des épisodes d'amnésie qui peuvent être sévères et donc ils introduisent un petit peu plus de nuances vis-à-vis des amnésies que le DSM-5. Et ensuite, donc, il y a d'autres critères plus classiques, par exemple le fait que cette perturbation ne fait pas partie d'une pratique culturelle ou religieuse largement admise. Un autre critère, c'est la détresse qui doit être cliniquement significative, qui amène une altération du fonctionnement, que ce soit le fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants de la vie, et que cette perturbation n'est pas due aux effets physiologiques d'une substance ou d'un autre trouble, trouble mental ou affection physiologique, par exemple. Et alors, est-ce qu'on sait comment ce trouble se développe ? Et est-ce qu'il y a d'autres troubles qui sont généralement associés au TDI ? Alors oui, il y a plusieurs hypothèses sur comment se développe le TDI. Je vais déjà citer ce qui est écrit dans le DSM-5. Donc, le DSM-5 dit que le TDI est associé à des expériences éprouvantes, des événements traumatisants et ou des abus pendant l'enfance. Et que l'abus physique et sexuel est associé à un risque accru de troubles dissociatifs de l'identité, d'autant plus à un âge précoce. Le DSM aussi cite d'autres types d'expériences traumatisantes, comme par exemple les explorations et traitements médicaux et chirurgicaux pendant l'enfance, la guerre, la prostitution infantile, le terrorisme. Ce qu'on constate, c'est quand il y a vraiment des traumatismes qui commencent à un âge précoce et dans des situations où il n'est pas possible de s'échapper. Donc je pense notamment aux environnements familiaux, quand on est très jeune enfant. Ça peut être aussi dans certains pays où il y a la guerre, des conflits, quand aussi on grandit dans des sectes par exemple, ce genre de situation. Donc là, j'ai cité ce qui est mentionné dans le DSM-5, mais autant les praticiens que les personnes concernées savent qu'un traumatisme, ce n'est pas forcément que ça. Je pense notamment aux violences psychologiques, émotionnelles, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la négligence, des carences affectives, carences de soins physiques, etc. Et on sait que le traumatisme, ce n'est pas tant l'événement en lui-même, mais le type de traces que ça laisse à l'intérieur de l'individu. Et donc, au fond, tout événement peut avoir potentiellement un impact traumatique. Et il y a une théorie, il y en a plusieurs, qui explique ce fonctionnement psychologique. Là, je pense à la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité. Donc, c'est pas la seule théorie qui existe.
et elle peut être critiquable, tout à fait sur certains points. Mais à mon sens, ce qu'elle sous-entend reste quand même intéressant, parce qu'elle met en lien justement la question des traumatismes et du degré de dissociation. Et puis pour ma part, en tant que psychologue, c'est celle que je connais le mieux. Donc, je vais essayer de la résumer rapidement. Mais bon, le livre qui explique cette théorie fait bien dans les 500 pages, quelque chose comme ça. Donc forcément, ce que je vais dire, ça va être très vulgarisé. Mais bon, en gros, ce que dit cette théorie, c'est que lorsqu'il y a traumatisme, la personnalité de l'individu survivant va se scinder en deux. Une partie dite apparemment normale, qui va continuer à fonctionner dans la vie quotidienne, et une partie dite émotionnelle, dans le sens qui renferme les émotions violentes du traumatisme, systèmes de défense qui ont été activés à ce moment-là, et qui est donc comme coincé au temps du trauma. Et donc quand il y a une partie apparemment normale et une partie émotionnelle, on parle de dissociation structurelle primaire de la personnalité. Ça survient souvent quand il n'y a eu qu'un seul vécu traumatique. Lorsqu'il y a eu plusieurs traumatismes, soit répétés, soit qui ont duré dans le temps, là on peut développer plusieurs parties émotionnelles, avec toujours une seule partie apparemment normale. Et dans ce cas-là, c'est la dissociation structurelle dite secondaire. Souvent dans cette forme-là, les parties commencent déjà à être plus développées que dans la dissociation structurelle primaire. Plus développées dans le sens avoir un degré de conscience plus élargi. Elles ont souvent aussi des caractéristiques qui commencent à être plus développées et une autonomie d'action qui est plus large aussi. Et donc enfin, il est possible aussi, et notamment quand les traumatismes ont commencé à un âge très précoce, de développer donc plusieurs parties émotionnelles, mais aussi plusieurs parties apparemment normales de la personnalité. Et dans ce cas de figure-là du continuum, c'est ce que les auteurs appellent dissociation structurelle tertiaire, et ça correspond donc à ce que la psychiatrie nomme trouble dissociatif de l'identité. Et donc, pour ta deuxième question dans la question, au niveau des autres troubles associés, très clairement, on retrouve le trouble de stress post-traumatique, le trouble de stress post-traumatique complexe également. Il y a beaucoup de comorbidités aussi avec tout ce qui est dépression, anxiété, addiction également. Donc, parmi les addictions, moi je compte aussi tout ce qui est trouble du comportement alimentaire. Puis il faut savoir qu'il y a aussi pas mal de symptômes qui pourraient être d'allure psychotique, comme des hallucinations, etc., qu'on a souvent tendance à associer à la psychose, mais qui en fait peuvent être des hallucinations post-traumatiques, des formes de flashbacks totaux partiels. Et ça semble quand même important de le préciser pour le prendre en compte et faire ensuite ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Mais il est aussi possible d'avoir une psychose, une schizophrénie par exemple, en plus du TDI. C'est aussi ce qu'on rencontre, mais c'est important quand même de bien faire le diagnostic différentiel. Et au niveau des troubles de la personnalité ? Ah oui, les troubles, oui, il y en a aussi souvent. Trouble de la personnalité borderline, beaucoup. Le trouble de la personnalité évitante se rencontre encore plus que le trouble de la personnalité borderline, il me semble. J'ai plus tous les chiffres en tête. Mais aussi, voilà, les autres troubles de la personnalité, oui, évidemment. Comment cela peut se traduire dans le quotidien de la personne et quelles difficultés on peut rencontrer quand on souffre de ce trouble ? Alors c'est une question très large, mais si tu peux donner quelques éléments pour que les gens se fassent une représentation un peu de qu'on peut vivre au quotidien, quoi. Mais je vais peut-être reprendre du coup ce qu'on disait tout à l'heure, avec cette phrase très longue là dans le DSM qui dit plein de trucs, l'affect, la cognition, tout ça, sauf que concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Alors donc ces perturbations-là, on parlait de perturbation du sens de soi, alors à quoi ça peut ressembler ? C'est vraiment une discontinuité ou même carrément une interruption dans la sensation de soi. Donc ça peut être la sensation de ne pas totalement se reconnaître ou vraiment de ne pas se reconnaître du tout. Par exemple, dire ou faire quelque chose ou manger quelque chose et ça peut être 5 minutes après ou le lendemain dire mais j'ai pas du tout cette opinion-là dans ma vie ou je déteste manger ce truc-là. Enfin pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Donc discontinuité du sens de soi. L'agentivité, c'est un mot qui renvoie donc à la capacité d'agir. Donc ça peut être une sensation de perte de contrôle de soi-même, de ses actes, de ses paroles, mais aussi de sa conscience.
Pour ce qui est des perturbations de l'affect, je pense que ce qui est très représentatif, c'est les émotions intrusives qui semblent comme venir de nulle part. Par exemple, on est dans un contexte, je prends un exemple tout à fait joyeux et tout d'un coup, on va avoir une énorme tristesse qui nous envahit. C'est pas juste se sentir un peu triste d'un coup parce qu'on a pensé vite faire un truc, c'est vraiment quelque chose d'intrusif qui semble comme sortir de nulle part. Donc ça, c'est vraiment très très courant d'avoir donc des émotions intrusives et invasives. Pour ce qui est du comportement, là on est plus dans les actions, donc où on se reconnaît pas forcément. Je prenais l'exemple de manger un truc alors qu'en fait on déteste ça, et 5 minutes après dire non mais j'ai horreur de ça, et puis et avoir le goût dans la bouche, et non. Donc il y avait aussi donc les perturbations de la mémoire. Ça rejoint un peu plus l'amnésie. Donc l'amnésie peut être totale, elle peut être partielle. L'amnésie, on y pense notamment quand il y a un changement, donc un switch entre les différents états de personnalité distincts ou identités dissociatives. Mais l'amnésie peut se rencontrer aussi sous d'autres formes. Par exemple, avoir des oublis aussi vis-à-vis du passé, et pas juste quand il y a des changements d'identité là dans le présent. Ça peut être aussi les fugues dissociatives, comme se réveiller entre guillemets à un endroit sans avoir aucune idée comment on y est arrivé. Et donc parfois on pense à des choses impressionnantes à ce niveau-là, par exemple se retrouver dans une autre ville, ou etc. Ça peut arriver, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus anodines, comme se retrouver tout d'un coup chez soi en sortant du travail, et le trajet, on ne sait pas du tout où il est passé. Ça peut être aussi se retrouver caché sous le lit, et on n'a aucune idée de pourquoi on est caché sous le lit. Donc voilà, ça peut être des choses aussi peut-être moins impressionnantes, mais voilà, les fugues dissociatives carrément dans des autres endroits, ça existe aussi. Donc tout à l'heure, on parlait d'émotions intrusives. Là, pour ce qui est donc de la cognition, ce qui est courant, ce sont les pensées intrusives, donc qui semblent là aussi comme sortir de nulle part. Des opinions très changeantes aussi. Les perturbations dans la perception. Donc la perception, ça peut être très très vaste. Donc on peut à la fois être sur des hallucinations visuelles, des hallucinations auditives. On peut être sur de la perception plus au niveau du corps. Ça peut être, on va y revenir après, mais là ça pourrait être par exemple aussi avoir l'impression que le corps est plus petit, ou soudainement très grand, ou que l'environnement a changé, comme s'il était étranger alors qu'on le connaît bien. Là on est plus aussi donc, du côté de la déréalisation. Il y a de la dépersonnalisation aussi, le fait de se sentir déconnecté de soi-même. Les altérations dans la sensation, donc tout ce qui est sensorimoteur, ça peut être donc là les sensations, moi je pense beaucoup aux hallucinations tactiles, ou en fait qui sont des formes de flashback partiels. On peut avoir l'impression soudainement que quelqu'un nous attrape le bras alors que là c'est pas le cas dans le présent, ressentir des douleurs qui semblent comme sortir de nulle part, ce genre de choses. Il peut y avoir aussi tout ce qui est engourdissement, tout ce qui est le fait de pas ressentir des parties de son corps comme étant les siennes. Je pense aussi au fait de ne pas se reconnaître dans le miroir, par exemple, ou ne pas bien s'y reconnaître. Et enfin, pour ce qui est du contrôle moteur, donc il y a tout ce qui est mouvement involontaire. On retrouve aussi des formes de paralysie sans cause médicale. Et puis ça peut aller jusqu'aux crises non épileptiques psychogènes, ce qu'on appelle les CNEP, aussi connus sous le nom de troubles neurologiques fonctionnels, troubles dissociatifs à symptômes neurologiques, etc. Et donc au niveau des symptômes, il est assez courant aussi d'entendre des voix intérieures, des voix d'enfants, aussi des voix persécutrices, et également des voix aidantes. Et lorsqu'il n'y a pas d'entente de voix, là aussi il est quand même assez courant d'entendre des pensées audibles, souvent qu'on vit comme n'étant pas soi, ou très différentes de ce qu'on pense habituellement. Ensuite, ce qui est vraiment majoritaire, c'est beaucoup d'intrusions, beaucoup d'influences intérieures. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'insertion de pensées, d'insertion de paroles dans le discours, et on se dit mais pourquoi j'ai dit ça, ça me ressemble pas. Il y a aussi tout ce qui est retrait de pensée, comme la pensée qui disparaît soudainement, comme si elle avait été enlevée, avalée, et ce genre de sensations-là. Je pense également s'il y a tout ce qui est de l'ordre du gain ou de la perte de compétences qui sont normalement acquises. Par exemple, au niveau gain de compétences, souvent, moi, ce que j'entends, c'est au niveau social. Des personnes qui ne sont pas à l'aise au niveau des interactions sociales, qui tout d'un coup vont devenir extrêmement sociables, vont hyper bien gérer des situations que d'habitude elles géreraient difficilement au niveau social, et au point donc que ça leur ressemble pas. En tout cas, elles le vivent comme ça. Et côté perte de compétences,
Là, ça peut être par exemple ne plus savoir conduire, ne plus savoir comment faire son travail, ou ne plus savoir jouer du piano si on sait jouer du piano habituellement. Donc voilà, tout ce genre de choses également. Et enfin, donc il y a ce qu'on appelle les switches aussi, donc c'est-à-dire les changements, une alternance entre les états de conscience, partie, alter. C'est vocabulaire différent, mais ce sont des synonymes. Donc les switches peuvent à la fois se passer avec amnésie dans le TDI, mais aussi sans amnésie, ou parfois il va y avoir de l'amnésie qui est juste partielle, où par exemple on sait qu'on a vu telle personne ou parlé à telle personne, mais on se souvient plus de ce qui a été dit, on n'a plus aucune mémoire émotionnelle de ce qui a été dit, etc. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et alors, quelles sont les méthodes, les outils ou les thérapies qui peuvent aider à soigner ce trouble ? Donc déjà, ce qui est fondamental, c'est l'alliance thérapeutique qui peut mettre du temps à se créer parce que donc on est face à des personnes qui ont vécu beaucoup de traumatismes, dont souvent énormément de traumatismes relationnels. Donc déjà, il faut prendre beaucoup de temps pour créer une alliance thérapeutique. Ensuite, il y a tout ce qui est stabilisation qui est très très important. Et là, c'est pas forcément une approche en particulier. Il y a des techniques de stabilisation qui sont connues par exemple en hypnose. Je pense par exemple à la création d'un lieu sûr, intérieur, etc. Mais ça peut être aussi simplement des techniques d'ancrage aussi. Donc là, il n'y a pas besoin d'être formé à une approche en particulier. Mais ensuite, il existe des psychothérapies à part entière. Je pense par exemple à l'EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Il y a aussi l'ICV, donc pour intégration du cycle de la vie, ou Lifespan Integration en anglais. L'IFS, IFS pour Internal Family System, donc travail sur le système familial intérieur. Il y a aussi la thérapie des états du moi qui ressemble beaucoup à l'IFS, où on travaille aussi sur les différentes parts de soi. Il faut savoir que ces psychothérapies-là sont bien souvent des psychothérapies orientées trauma. Donc ça me semble important de le préciser parce que le fait de travailler sur les traumas va pouvoir aider pour la prise en charge du trouble dissociatif de l'identité. Mais ça me semble important que les personnes, les professionnels qui pratiquent ce genre de psychothérapie soient quand même bien informés, bien formés sur le TDI. Parce que je pense par exemple à l'EMDR, où il y a 2 niveaux de base dans la formation. Par contre, pour travailler avec les traumas complexes et les troubles dissociatifs, il y a encore des modules de formation plus spécifiques. Et le niveau 1 et le niveau 2, ce serait un peu précaire pour travailler avec des traumas complexes et des troubles dissociatifs. Donc il ne faut pas hésiter à se former plus, même quand on est déjà suffisamment formé à ces approches, genre là les 2 niveaux de l'EMDR, quand même continuer pour vraiment bien adapter la prise en charge. Et enfin, je pense aussi à la prise en charge médicamenteuse. Donc, il n'y a pas de médicaments qui soignent le TDI. Par contre, qui peuvent apaiser certains symptômes. Et je pense notamment aux comorbidités. Donc, certains antidépresseurs qui peuvent aider pour la dépression. Je pense aussi, par exemple, au propranolol aussi, qui aide à la régulation du système nerveux, par exemple. Les anxiolytiques, si vraiment il y a une anxiété massive, invalidante. Enfin, voilà, ça peut être intéressant de coupler à de la psychothérapie parce que le traitement médicament seul ne fait pas tout et parfois la psychothérapie a besoin du soutien médicamenteux pendant quelques temps. Et alors, comment se fait-il que certaines personnes refusent de reconnaître l'existence de ce trouble ? Alors donc je ne peux pas savoir à la place de ces personnes parce que je ne suis pas dans leur tête, mais je peux imaginer, je peux faire des hypothèses. Celle qui me vient en premier, c'est la représentation qui est véhiculée notamment dans les médias, dans l'industrie cinématographique, qui est souvent bien éloignée de la réalité, qui fait donc qu'on s'attend parfois à des manifestations de ce trouble qui ne sont pas ce qu'elles sont dans la réalité des personnes et dans la réalité clinique pour les professionnels. Et il existait une idée que ce trouble puisse être induit parfois par des thérapeutes, etc. Donc là maintenant, la théorie d'origine psychotraumatique est validée. Il y a beaucoup d'études, il y a des études aussi en neuroimagerie. Enfin, donc voilà, on a quand même beaucoup plus d'informations que ces hypothèses qui étaient tirées par les cheveux. Et il y a aussi du côté des professionnels beaucoup de manque de formation. Je pense à la fois à l'université et ensuite, au-delà de l'université, faut avoir envie, la curiosité, les moyens financiers de vouloir faire d'autres formations, notamment sur ces sujets-là. Et puis après, le grand public est, à mon sens, encore très peu
informés. Et il y a toujours cette représentation véhiculée par les médias qui est dominante. Et selon toi, que faudrait-il mettre en place pour que le TDI soit mieux repéré et mieux pris en charge ? Parce que c'est vrai que les personnes qui en souffrent pâtissent de cette représentation et de cette méconnaissance du trouble de la part de la société déjà, mais aussi des professionnels de santé. Ce qui me semble fondamental du côté des professionnels, donc comme je disais, des formations. L'idéal, ce serait que dans les universités soit inclus dans le parcours de base, à la fois du côté des psychologues et des psychiatres, donc des notions de psychotraumatologie, que ce domaine-là soit abordé, parce que le TDI fait partie du domaine de la psychotraumatologie. L'idéal ensuite, ce serait que les formations complémentaires soient plus accessibles, encore plus développées. Et ensuite, je pense qu'il est très important d'informer le grand public, donc de donner des informations facilement accessibles. Ça peut être par un podcast, ça peut être, j'ai déjà vu des blogs aussi, il y a des comptes Instagram aussi qui véhiculent des informations de manière sérieuse. Je pense aussi à une personne qui va faire une conférence aussi sur le sujet en étant concernée. Enfin, voilà, il y a des livres aussi qui sont en cours d'écriture, je pense à plusieurs personnes sur cet aspect-là. Donc voilà, partager de l'information, rendre l'information accessible autant pour les professionnels que le grand public. Merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ? Alors, ce que j'aimerais ajouter, c'est que déjà le trouble dissociatif de l'identité est plus répandu que ce qu'on peut penser quand on est encore dans cette représentation erronée. Selon les études, entre 1,5 et 3% de la population, il me semble, donc ce qui est quand même beaucoup. Et le trouble dissociatif de l'identité se rencontre beaucoup dans une forme très masquée. Donc il y a cette attente erronée de parfois voir des parties, des haltères vraiment très différents, alors qu'en fait ça peut être des manifestations beaucoup plus subtiles. Et si en tant que professionnel on n'est pas formé à ce sujet-là, il est très facile de passer à côté, de ne pas repérer qu'il s'agit d'un trouble dissociatif de l'identité. Et j'aimerais aussi ajouter que le fonctionnement psychologique à la base du TDI, il peut se retrouver dans d'autres formes aussi. Et je pense notamment au diagnostic de trouble dissociatif de l'identité partielle, qui a été introduit par la CIM-11. Dans le DSM-5, il y a la catégorie autres troubles dissociatifs spécifiés, ATDS pour faire plus court, où là on explique en quoi le trouble que présente la personne concernée ne correspond pas totalement aux critères du TDI. Mais il faut quand même faire attention parce que parfois il y a des personnes qui vont être diagnostiquées TDI partiel ou ATDS, alors qu'en fait elles présentent un TDI mais sous cette forme masquée, cette forme covert en anglais, et donc qui est au final assez peu visible de l'extérieur, notamment pour les praticiens qui pratiquent l'évaluation. Mais alors qu'intérieurement, il s'agit bien du fonctionnement du TDI, juste moins visible que peut-être de nouveau la représentation majoritaire qui continue à être véhiculée. Merci beaucoup Noémie pour toutes ces informations et pour tes réponses. J'espère que cela permettra aux gens d'avoir une vision plus claire de la réalité de ce trouble. Merci à toi pour ton invitation et puis pour tout le travail que tu fais, pour tout ce partage d'informations qui est vraiment essentiel.